ICAP. Documenter et analyser les communautés d'apprentissage professionnelles pour favoriser la réussite scolaire en milieu francophone. Cette recherche a été menée par Claire Isabelle et Anne-Louise Davidson. Cette recherche a été subventionnée par le CRSH. Définition d'un fonctionnement en CAP. Le fonctionnement en CAP dans une école permet à la direction, aux enseignants, aux professionnels, aux parents et aux membres de la communauté de travailler ensemble pour s'assurer d'une amélioration continue des apprentissages des élèves par, entre autres, le développement professionnel des enseignants. Au niveau micro, à partir de différentes évaluations, telles que l'évaluation diagnostique, formative et sommative, l'élève est suivi de près par l'équipe école et les professionnels pour lui permettre de recevoir les ressources nécessaires afin d'atteindre son plein épanouissement. Au niveau macro, ce fonctionnement n'est possible que si l'équipe école reçoit le soutien constant des différents paliers du système éducatif afin de favoriser un travail collaboratif de qualité. A fortiori, la volonté systémique des instances sociopolitiques, économiques et culturelles constitue une condition sine qua non pour instaurer avec succès ce fonctionnement. Cette définition a été inspirée par nos résultats de recherche, mais s'appuie aussi sur les écrits de Dufour et de Leclerc. Stade 2. Le stade 2, soit le stade d'implantation de la CAP, favorise l'implication de tous les membres de la CAP. On observe des liens entre les priorités choisies par les membres de la CAP et la vision de l'école. Les conditions humaines et physiques font en sorte qu'il devient plus facile pour les enseignants de collaborer et de partager leurs pratiques. La direction d'école partage certains pouvoirs avec la CAP, qui peut, à ce stade, consulter certaines données permettant de mesurer l'impact de ces interventions sur la progression des élèves. Au stade 2, les acteurs doivent se poser un certain nombre de questions pour s'assurer que toutes les conditions soient mises en place pour favoriser l'implantation du fonctionnement en CAP. Dans le contenu qui suit, nous présentons des exemples de ces questions ainsi que des pratiques que nos participants nous ont partagées en réfléchissant à leurs expériences quant à la mise en place du stade 2. Les résultats scolaires des élèves ont-ils été améliorés de façon considérable avec le fonctionnement en CAP? Comment cette amélioration s'explique-t-elle? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. Est-ce qu'au mois de mai présent, je peux vous dire que nos élèves vont mieux réussir aux examens de fin de cycle? J'ose le penser, mais vu que c'est la première année, je me garde une petite réserve, mais il est certain que présentement, les pratiques ont changé dans les classes. Ça, c'est certain. Non seulement les pratiques ont changé parce qu'elles en parlent, et ce que j'ai vu de différent cette année, c'est que les enseignantes se parlent de leurs pratiques à l'extérieur des moments prévus pour le faire. C'est-à-dire que dans un corridor ou en discussion à la table du personnel, là, j'ai entendu cette année des discussions tourner autour de, tu sais, notre objectif, il faudrait qu'on s'en reparle parce que je pense que j'ai pas ciblé la bonne chose. Alors ça, c'est nouveau. Alors, c'est certain qu'il y a un impact dans les classes. Il y a des élèves qui ont commencé à dire, ou même quelques parents, quelques commentaires, il me semble que tu n'évalues pas comme avant. Il me semble qu'il y a quelque chose de différent. Alors, mais ça, c'est positif ou négatif? C'est dans le positif, mais ils voient vraiment qu'il y a quelque chose de différent. Alors, c'est encore au début pour le parent, là, c'est 1 ou 2 commentaires qu'on a entendus, mais sinon, c'est certain dans la classe, il y a un impact parce que les enseignantes peuvent me revenir et me dire, bien, quand j'ai commencé à faire ça il y a X semaines, l'élève ne pouvait pas faire ça. Maintenant, je pose la question et c'est les élèves qui se répondent entre eux. Alors, là, il y a vraiment un changement à ce niveau-là. Est-il possible d'observer des liens entre les priorités choisies par les membres de la CAP et la vision de l'école? Est-ce qu'il y a des liens entre ces priorités et les besoins de l'école? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. En tant qu'enseignant, c'est sûr que notre mission, c'est d'apporter la réussite des élèves. Alors, je suis pas mal certaine que tous les profs, on est sur la même longueur d'onde, que la rencontre CAP, c'est vraiment pour faire avancer les élèves. Au niveau des valeurs, bien, ça ressemble beaucoup à les valeurs de l'école. C'est sûr que ça va être appliqué dans ce moment-là. Aussi beaucoup d'entraide, parce que
des fois, c'est un peu difficile à dire, oh, peut-être que moi, mon idée n'était pas trop bonne, mes élèves n'ont pas avancé, puis de pouvoir prendre l'idée de l'autre, de pouvoir, d'avoir un regard critique sur sa propre enseignement, et aussi, ben, c'est sur le respect, parce qu'on travaille en équipe, alors c'est sûr qu'on va avoir des idées différentes, il va y avoir des fois des petits mésentendus, essayer de trouver, ben non, moi je trouve que c'est un jaune, non, c'est un vert, alors il y a des discussions, des réflexions sur ça, donc... Bien, s'assurer, premièrement, établir un objectif. Puis deuxièmement, vérifier puis s'assurer qu'on veut atteindre cet objectif-là. Puis si on l'atteint, mais aller un petit peu plus loin. Trouver un autre objectif. Toujours harmoniser avec les objectifs de l'école. OK, donc on s'est mis d'accord au dernier cap de maintenir notre objectif qui est maintenir et augmenter les niveaux de conditionnement des élèves par l'entremise du test Franco-Ouest. Donc on maintient ça encore. Puis vous me remettez des résultats en janvier et à la fin de l'année. Donc, premier bulletin pour les 7-8, puis nous autres, notre bulletin final pour le premier semestre. Puis on met plus d'emphase sur les 7-8-9, étant donné qu'on voit tous les élèves. Puis on va également utiliser les objectifs de 10-11-12 aussi, là, mais un peu moins représentatifs parce que c'est pas tous les élèves. Comment les ressources humaines et matérielles sont réunies pour que le travail en CAP se fasse facilement? Quelles méthodes sont utilisées? Comment les équipes de travail sont-elles structurées? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. C'est un niveau... Acceptez-vous qu'une enseignante, par exemple, ou un enseignant, aille visiter ou faire un enseignement dans une classe d'une autre? Absolument. Absolument. Ça s'est fait aussi. Ça se fait aussi dans le programme de mentorat. Ça se fait entre eux. C'est favorisé à n'importe quel moment, ça. Puis ils se partagent des choses. Comme avec le TBI, on a eu besoin d'en faire beaucoup. Et puis, on a fait du modelage aussi avec certaines pratiques comme le mur de mots des personnes qui sont arrivées ici, qui n'avaient jamais entendu parler. On a fait un petit peu de la mise à niveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés faire devant eux pour qu'ils aient une idée de ce que ça a de l'air. Toujours avec le consentement de l'enseignant, là. Cette première approche-là était dans le but de commencer les CAP en septembre. Donc, ça va être quoi les équipes de travail? On va mettre qui avec qui, dans le fond? Alors, c'est sûr qu'il y en a, c'était plus facile, là. 3e cycle, 5 et 6e année, il y avait une personne en 5-6, un double niveau, une fille en 5, une fille en 6, donc 3 professeurs, l'orthopédagogue plus la direction, donc 5 personnes pour la CAP du 3e cycle. Pour la CAP du 2e cycle et la CAP du 1er cycle, là, on a élargi un peu. C'est-à-dire que pour la CAP du 2e cycle, on a mis les 2 profs de 2e année, l'enseignante de 3e et moi en 4e année. Parce qu'au 2e cycle, on est juste 2 filles. On trouvait que c'était plus ou moins aidant. Donc, on a dit, pourquoi on ne jumellerait pas les 2 2e années avec nous, 4 professeurs, plus la direction, plus l'orthopédagogue. Ensuite de ça, dans le 1er cycle, on a mis les 2 maternelles. Ensuite de ça, les premières années. La première année, je m'excuse, j'ai dit une première année. Les 2 maternelles, la première année, orthopédagogue. Fait que ça faisait des équipes un peu plus équilibrées. Parce que sinon, nous, on aurait été une CAP à 2 profs. Donc, on essayait d'avoir entre 3 et 4 profs par équipe pour les CAP. Donc, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Puis ensuite de ça, pour que ça ait du sens aussi, là, évidemment. Là, on ne peut pas les jumeler du 2e année et du 6e année. Là, ça n'allait pas de soi, c'est certain. Fait que c'est comme ça qu'on s'est organisé. Après avoir fait le portrait, c'est voici les équipes de travail qu'on va faire. Comment est-ce que le temps de CAP est vécu par les enseignants? Qu'est-ce que les enseignants font avec les élèves durant les périodes CAP? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. Moi, je pense que c'est très bénéfique, surtout pour moi personnellement. J'apprends vraiment beaucoup de pratiques de certains de mes collègues, même du cycle primaire ou même du cycle préscolaire, que je peux utiliser, que je peux réinvestir dans ma classe pour pouvoir justement amener mes élèves à cette réussite-là. Je pense que c'est très, personnellement, je suis en faveur, j'aime bien ces moments où on échange, où on a différentes opinions sur le travail d'un élève pour pouvoir justement renforcer soit son jugement ou bien même profiter aussi du jugement de l'autre pour pouvoir faire un meilleur jugement. Je dirais que dans les premières CAP au début de l'année, là, il y avait c'est pas là qu'on n'a pas bâti de matériel puis tout ça. Puis je pense que l'année prochaine, on va être peut-être plus proactif que ce qu'on a été cette année.
Cette année, on a beaucoup échangé. Mais je pense que c'est un passage obligé. C'est important d'échanger parce que c'est la première fois qu'on le vit chacune. C'est la première fois qu'on travaille aussi à 3 niveaux différents, 2e, 3e, 4e année. C'est important d'échanger nos inquiétudes, nos bons coups, mais nos moins bons coups, hein, ce qui a moins bien fonctionné. Ça, c'est important, mais je me rends compte qu'on a beaucoup discuté. Puis c'est plus vers les dernières capes, là, je vous dirais peut-être dans les 3 dernières capes, que là, on s'est comme plus rendu compte que, bon, c'est correct, là, je pense que on a fait le tour, là, la jasette, on connaît nos affaires, on est un peu plus, bon, voici, j'ai fait ça, ça n'a pas fonctionné, mais on dirait qu'on a plus d'outils. De fois en fois, on a plus d'outils, on sait un peu plus où est-ce qu'on s'en va comme équipe. Parce que, tu sais, il faut que tu saches où tu t'en vas comme individu là-dedans, à travers ça. Mais il y a une ligne aussi comme équipe, il faut que tout le monde aille dans le même sens. Et c'est le pourquoi des discussions, ben c'est pour permettre à tout le monde d'être sur le même pied d'égalité. C'était différent, j'avais différents sujets. Quand je faisais de l'appui dans les classes, les élèves, c'était un bordel. Ils ne voulaient pas rien faire, ils ne voulaient pas faire de travail. Ici, ça a été implanté plus comme une culture. Puis on a commencé au début de l'année, au début d'un semestre. On avait commencé ça en janvier. OK. Puis au début, ça a moins bien fonctionné, mais après ça, c'était de réviser, puis on a vraiment bien révisé. Il a revu, OK, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, puis tout a été bien corrigé. Les élèves, ils ont hâte d'aller à la période d'appui. Une fois par semaine pour faire leur travail, faire leur devoir. Les enseignants aussi, ils ont hâte d'être en cadre pour pouvoir travailler ensemble et faire quelque chose. La logistique aide beaucoup à réussir. Comment est-ce que les directions créent des conditions pour que les rapports humains soient harmonieux et pour que le climat de confiance existe au sein de l'école? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. C'est d'y être à ces rencontres-là. Donc, de démontrer que c'est important de les planifier, de les organiser, de faire des évaluations de ces rencontres-là. Puis, troisièmement, c'est plus dans l'attitude qu'on a lors de ces rencontres-là et des échanges qu'on a avec les enseignants, de ne pas être jugeant, d'être à l'écoute, puis d'amener des commentaires constructifs, puis de valoriser et d'encourager chaque pas qui se fait dans la bonne direction. Donc, tout va s'arrêter. Je comprends cette réalité-là, puis j'essaie toujours de ne pas oublier c'était quoi la réalité en salle de classe. Et ça, je le partage tout le temps aux enseignants. Et je dis aussi que on est ici pour apprendre ensemble. Donc, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de possibilité de faire des erreurs. Évidemment, il y a possibilité de ne pas réussir, de ne pas avoir réussi ce qu'on a essayé. Mais ça ne veut pas dire qu'on s'arrête là, puis on oublie, et on ne continue pas à avancer. Donc, on se réajuste et puis on continue à cheminer ensemble. Mais c'était avant tout d'établir ce climat de confiance-là. Ici, les gens travaillaient pas mal de façon isolée. Et donc, des fois, je me demande, je me questionne même sur comment ça se fait que ça a si bien réussi. Je me questionne en riant des fois. Mais je pense, quand je prends le temps d'auto-analyser, de m'auto-analyser, je me dis, bien, peut-être que c'était dans ce climat de confiance établi. Ça doit être ça, parce qu'ils me font confiance et j'essaie de valoriser les efforts qu'ils font. Ben c'est l'ouverture, c'est de l'écoute, c'est... mais en même temps, d'avoir un certain lead, d'avoir d'avoir une croyance en ça. Il faut que tu y crois. Si tu y crois pas, c'est difficile à faire passer, là. Le partage du leadership est un concept difficile à saisir. Il implique que la direction conserve son leadership, mais qu'elle accepte de partager son pouvoir avec les enseignants de façon judicieuse. Comment est-ce que les directions se représentent leur leadership au stade 2? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. L'autre chose, c'est qu'il faut absolument que la direction ait un leadership pédagogique fort.
Et par là, j'entends pas nécessairement d'être à l'affût, d'être la première, et c'est pas moi qui déverse le savoir chez mes enseignants, pas du tout. C'est mon leadership pédagogique s'exerce très facilement, c'est-à-dire que je les guide, je les questionne et elles sentent que je me garde à l'affût de ce qui se passe à l'école puis des résultats. Alors, le leadership s'exerce de cette façon-là. Ce n'est pas qu'avec du savoir théorique ou qu'avec des connaissances qu'on va avoir été chercher dans les lectures. C'est sûr que ça aide à garder, mais ça prend ce leadership-là, cet accompagnement-là, et ça, je suis certaine que les filles vous l'ont dit, une des conditions nécessaires, c'est l'accompagnement de la direction. Alors, si on pense mettre en place des CAP puis que la direction n'est jamais présente aux rencontres, ça ne marchera pas. En quoi est-ce que les CAP amènent un nouveau rôle élargi pour les directions d'école? Quelles qualités les directions d'école doivent-elles posséder dans leur rôle? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. Avec cette nouvelle structure-là, c'est certain que notre direction d'école, on lui demande un rôle de leadership beaucoup plus grand pour justement soutenir, lui, ses équipes collaboratives. Au départ, c'est l'équipe pédagogique du district qui soutenait l'équipe, mais là, c'est le rôle inverse. Si on veut vraiment un réel changement dans nos écoles, on croit que c'est notre direction d'école qui doit exercer ce leadership-là et amener ce vent de changement-là. Alors oui, avoir les connaissances de base, avoir l'écoute et être capable d'admettre des fois que je connais pas tout ça. Et au secondaire, là, je disais que j'étais spécialiste dans tout, tout le monde dirait non. Alors être capable d'admettre que, tu sais quoi, non, je suis pas sûre de cette chose-là, je vais aller chercher les informations puis revenir. Ça aussi, je pense que c'est une qualité qu'il faut avoir. En quoi est-ce que le leadership partagé de la direction change le rôle des enseignants? Allons voir ce que nos participants avaient à dire à ce sujet. Le dossier que j'ai, moi, c'est de mettre la structure en place, mais elle m'a laissé de la place aussi à exercer un certain leadership. Donc oui, c'est certain qu'il y a certains suivis, des fois avec certaines équipes de collaboration, certaines CAP, que c'est moi qui ai abordé, mais est-ce que vous êtes sur la bonne piste? Est-ce que vous êtes... Donc, puis elle m'a des fois délégué des choses à savoir, est-ce que tu peux t'informer par rapport à ça? Le fait qu'elle place aussi des lead CAP qui veulent cheminer là-dedans, puis veulent animer, parce que c'est de l'animation, c'est l'animation d'une rencontre, puis c'est aussi d'être à l'écoute de tout le monde, puis elle nous a offert aussi une formation en début d'année, justement, au Lead Cap, donc quelqu'un du conseil qui est venu nous parler sur comment animer une rencontre. On a eu une rencontre au mois de janvier aussi, donc on a eu un petit peu de formation, on n'était pas laissés par nous-mêmes. Donc oui, je vous dirais qu'il y a partage son leadership par rapport à ce dossier-là. On a l'enseignante ressource qui est avec nous. D'accord. Qui dirige un peu la CAP. La directrice est majoritairement présente la plupart du temps. Puis c'est d'avoir des discussions entre collègues, puis avec l'enseignante ressource aussi pour nous appuyer, pour essayer de faire un parcours. À la fin du stade 2, les questions à poser sont les suivantes. Les enseignants proposent-ils des méthodes de développement professionnel? La direction a-t-elle partagé son leadership? Les enseignants ont-ils assumé une partie du leadership? Est-ce que des conditions de travail humaines existent dans l'école? Et finalement, est-ce que le travail en CAP se fait en toute collégialité? Nous souhaitons remercier les écoles participantes ainsi que le CRSH pour avoir subventionné cette recherche. Cette recherche a été menée par Claire Isabelle et Anne-Louise Davidson.